recherches secrets en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. L'arme de la République est la terreur. La force de la République est la vertu. Ils disent que la terreur est l'arme d'un gouvernement despotique. Souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas en maître absolu, la liberté n'est qu'un vain mot. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage là les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Après les controverses passionnées qui ont marqué le bicentenaire de la Révolution française, voici déjà un quart de siècle, on avait pu croire quelque temps à une certaine érosion de la curiosité savante pour cette époque fondatrice. Eh bien, pas du tout. L'événement révolutionnaire fut de si immense portée qu'il a bientôt retrouvé un très vif attrait intellectuel, un attrait dont témoignent des publications de grande qualité, non sans qu'on ait constaté un certain déplacement de l'intérêt aux dépens de l'histoire des idéologies et des forces politiques et au profit de celle des émotions, des représentations, des enchaînements imprévisibles. Les travaux récents d'Antoine Debec, Timothy Taquet, Guillaume Mazot, Annie Jourdan, Sophie Vanish, pour ne citer que ceux-là, témoignent de cette énergie renouvelée. Le film de Pierre Scheller, Un peuple et son roi, qui vient de sortir sur les écrans, s'inscrit dans la même ligne. Au demeurant, en dépit de l'évolution des éclairages, il est un thème qui n'a pas cessé de parcourir l'historiographie de génération en génération, un thème lancinant, un thème obsédant. La question de la terreur et de sa portée sur le champ et depuis lors. La terreur et sa trace. Cette trace est pluriséculaire et elle appartient tout droit par là à notre émission. La publication récente d'un ouvrage précieux, vigoureux, par moments iconoclaste, m'a incité à nous y consacrer ce matin. L'auteur, mon invité, en est Jean-Clément Martin, professeur émérite à la Sorbonne, où il a dirigé le prestigieux Institut d'histoire de la Révolution française. Son livre s'intitule « Les échos de la terreur » et il porte un sous-titre en forme d'oxymore, « Vérité » au pluriel, « Vérité d'un mensonge d'État ». Un oxymore qu'il va nous falloir éclairer, comme aussi les deux dates que l'auteur a affichées. 1794-2001. 2001, serait-ce donc du côté du World Trade Center que l'on trouverait une clôture, un aboutissement? La fin des terroristes? Sûrement pas. La fin de la terreur comme principe, comme système ou comme fascination? Voilà qui reste à démontrer. Et c'est un défi, entre autres, que je vais proposer à mon interlocuteur. Salut, 9 thermidor, jour de la délivrance, tu viens purifier un sol ensanglanté. Pour la seconde fois, tu fais luire à la France les rayons de la liberté, les rayons de la liberté. Oui, pour la République, un nouveau jour commence. Nous verrons à la voix de vos mâles proscrits l'humanité dressant l'autel de la clémence sur vos respectables débris, sur vos respectables débris. Une longue tourmente a grondé sur nos têtes, des rochers menaçants nous présentaient la mort. La terre est près de nous, qu'importe les tempêtes, si la liberté vient au port, si la liberté vient au port. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet.
je vous ai proposé une chanson qui s'appelait « Salut 9 Thermidor », une chanson de Méhul pour la musique et de Marie-Joseph Chénier pour le poème. Marie-Joseph Chénier, dont le frère André Chénier avait été guillotiné peu auparavant, à l'extrême fin de la période de la Terreur. Une chanson interprétée ici par Jean-Christophe Benoît. C'est un extrait de l'Histoire de France par les chansons du 21 mars 1961. Il m'a semblé, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on trouvait là déjà un bon nombre des thèmes dont nous allons avoir à nous mêler. Oui, tout à fait. C'est une très belle chanson qui résume parfaitement l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir en France à partir de 1794-1795. Cette chanson est de 1795. Absolument. Et on voit bien tout le climat avec cette invention extraordinaire de la coïncidence entre la chute de Robespierre, le 9 Thermidor en 2, donc le 27 juillet 1794, qui devient à partir du 28 août 1794, donc un mois après, qui devient le moment de la fin de ce qu'on va appeler la terreur, puisque c'est le 28 août 1794 que d'un seul coup, Tallien estime, fait approuver, assure que la terreur a cessé avec la mort du tyran Robespierre. Et la chanson le résume très bien. Alors nous allons venir à tout cela en détail, mais auparavant, il faut peut-être dépasser une sorte de naïveté qui fait qu'on a tellement assimilé cette période à la terreur qu'on a oublié que la formule voulait dire auparavant tout autre chose. Cela mérite sûrement d'être évoqué. Oui, vous avez raison, absolument. C'est ce qui se passe en 1794, c'est un changement de sens complet de la notion, puisque jusque-là, la terreur qui a toujours existé depuis la crainte de Dieu, la terreur était toujours quelque chose qui était extraordinairement présent dans la formation des individus, dans l'éducation des individus, puisqu'il fallait avoir des terreurs salutaires, avait été ensuite compliqué par la terreur politique qui avait été en quelque sorte théorisée par Machiavel. Donc il y avait là des grandes traditions d'utilisation de la terreur, et au moment de la Révolution, la terreur est assimilée très continuellement au despotisme. Seuls les despotes exercent la terreur. Il y a aussi, peut-être est-ce anachronique, mais la terreur militaire, qui ont fait peur à des populations en montrant de façon ostentatoire des crimes collectifs. Jean Giscan, Tamerlan. Absolument. L'usage de la force militaire pour terroriser les gens a toujours été bien connu et bien rappelé. Mais c'était précisément cette pratique-là que les révolutionnaires, dès 1789, ne voulaient pas accepter. Ils ne voulaient pas terroriser. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Jusqu'en 1794, la Convention, à la quasi-unanimité, sauf un ou deux, refuse la terreur, puisque les conventionnels, dont Robespierre, estiment que la terreur ne peut être l'œuvre que des despotes. Il n'est pas sans intérêt d'observer que le mot de terroriste ne naît qu'à la fin de 94, après le 9 Thermidor, après la chute de Robespierre et des siens, sous la plume d'un député, Boisset, en novembre 94. Oui, il faut vraiment attendre que Tallien invente, je pèse mes mots, mais invente littéralement un nouveau sens du mot terreur en disant que ce qui vient de se produire et qui, normalement, s'arrête avec la mort de Robespierre, s'appelle la terreur, pour que le mot change de sens, pour que ce mot soit maintenant appliqué à l'ensemble de la Révolution, on ne sait pas depuis quand, mais au moins jusqu'à la mort de Robespierre, pour assimiler Robespierre au despote, à la tyrannie, et donc va naître aussi le mot terroriste pour qualifier ce qu'on appelle globalement les robespierristes. On ne sait pas non plus qui c'est, mais enfin on en a envoyé une centaine à la guillotine en 2 jours. Peut-être pourriez-vous nous rappeler à grands traits les périodes successives qu'a connues l'histoire de France depuis, disons, la chute de la monarchie en août 1792. Alors ce qui s'est effectivement passé depuis 1789. Peut-être qu'il faut malgré tout remonter jusqu'en 1789. Allez-y. C'est que
le pays s'engage dans quelque chose qui est complètement nouveau, qui est donc la révolution, mais en sachant que le mot révolution change de sens progressivement, puisqu'on va l'employer à peu près en juillet 1789 un petit peu, mais ça ne désigne pas une rupture totale, qu'on commence à l'employer vraiment en 1789 pour dire qu'il y a vraiment là un changement d'orientation de la vie politique et sociale, mais qu'on l'emploie pour de bon en 1792 avec la chute de la monarchie, quand il y a vraiment des révolutionnaires qui cassent complètement l'ensemble de l'organisation sociale et politique de la France. Bon. Et à partir de 1792, il y aura cette lutte entre les députés divisés en Girondins et Montagnards, avec les sans-culottes eux-mêmes divisés avec les enragés, et si on le dit très vite, une succession de coups d'État qui va marquer la période. On va éliminer les Girondins en juin 1793, on va éliminer les sans-culottes en mars 1794, on va éliminer les amis de Danton en avril 1794, et dans cette marche-là de lutte de faction, il va y avoir enfin l'élimination de ceux qu'on appellera les robespierristes, c'est-à-dire autour de quelqu'un qui fait quoi? Qui est peut-être en train de fomenter un coup d'État qui aurait pu avoir lieu le 10 Thermidor en 2 pour instituer une révolution certainement morale et peut-être spirituelle en s'appuyant sur un parti considérable qui était autour de Robespierre dans Paris. Il n'est pas inutile de rappeler que pendant ce temps-là, tout n'est pas marqué par ces luttes de factions et qu'il y a une œuvre immense, d'abord de la Constituante et également de la Convention. On pense à 93 de Victor Hugo, j'en cite juste quelques phrases. La Convention déclarait la morale universelle base de la société et la conscience universelle base de la loi, et tout cela, servitude abolie, fraternité proclamée, humanité protégée, conscience humaine rectifiée, loi du travail transformée en droit et donnéreuse devenue secourable, richesse nationale consolidée, enfance éclairée et assistée, lettres et sciences propagées, lumière allumée sur tous les sommets, aide à toutes les misères, promulgation de tous les principes, la Convention le faisait, ayant dans les entrailles cette hydre la Vendée et sur les épaules ce tas de tigres, les rois. Si je cite cela, c'est pour que nous ayons conscience que on ne peut pas résumer cette période à des luttes de factions aussi essentielles qu'elles soient. Vous avez absolument raison, parce que il y a en toile de fond, mais en préoccupation constante. Et non seulement l'œuvre de rénovation complète de la France qui est engagée, dont on pourra dire beaucoup de choses, parce que un certain nombre de mesures sont certainement extrêmement discutables, mais il y a aussi et surtout, et ça c'est une réussite qu'il faut avoir vraiment en tête, la lutte contre les ennemis du régime sur toutes les frontières, et aussi, il faut aussi le rappeler, la guerre en Vendée notamment et dans la Bretagne, c'est-à-dire que c'est un moment où il y a à peu près entre 500 000 et 600 000 hommes sous les armes, et que c'est dans ce climat-là qu'il y a eu cette mobilisation, cet état d'exception. J'aimerais bien qu'on parle de l'état d'exception. On est bien dans un état de guerre extraordinaire qui, en définitive, va être renversé pour s'appeler la terreur, en oubliant que cet effort-là a été fondamental et a changé effectivement le cours des choses. C'est indispensable de le rappeler. On ne le voit guère d'ailleurs dans le film de Pierre Scheller. Je trouve que cette présence de l'ennemi, cette menace vitale pour la France, n'est pas très présente. Quoi qu'il en soit, il faut en venir à cette lutte des factions, et il faut en venir à la chute de Robespierre pour comprendre comment, vous le disiez, peu de temps après, ceux qui ont échappé, avec quel soulagement, à la guillotine, les Tallien, les Barras, gens parfaitement corrompus, ont pu contribuer effectivement à dessiner la terreur, mais rétrospectivement, on ne le sait pas toujours. Mais auparavant, Jean-Clément Martin, pour restituer une ambiance, je voudrais vous faire entendre le récit de la mort de Robespierre à l'Hôtel de Ville. Un récit qui est donné dans les mémoires de Bertrand Barrère, un des autres conventionnels, qui a échappé, lui, à la guillotine, et qui raconte cela beaucoup plus tard, ce qui déjà est instructif. Dans les années 1820, c'est un texte qui est lu par François Chaumette dans les lundis de l'histoire de Pierre Cipriot sur France Culture, le 13 février 1967.
Robespierre a été apporté sur une planche au comité de salut public par quelques canonniers et des citoyens armés. Il a été déposé sur la table de la salle d'audience qui précède le lieu des séances du comité. Une boîte de sapin qui contenait quelques échantillons de pain de munitions envoyés de l'armée du Nord fut posée sous sa tête et lui servit en quelque façon d'oreiller. Il resta pendant près d'une heure dans un état d'immobilité qui faisait croire qu'il allait cesser d'être. Enfin, au bout d'une heure, il commença à ouvrir les yeux. Le sang coulait avec abondance de la blessure qu'il avait à la mâchoire inférieure gauche. Cette mâchoire était brisée et sa joue percée d'un coup de feu. Sa chemise était ensanglantée. Il était sans chapeau et sans cravate. Il avait un habit bleu ciel, une culotte de nankin, des bas de coton blanc. On s'aperçut qu'il tenait dans ses mains un petit sac de peau blanche sur lequel était écrit « Au grand monarque, le cours, fournisseur du roi et de ses troupes, rue Saint-Honoré, près celle des Poulies à Paris. » Il se servait de ce sac pour retirer le sang caillé qui sortait de sa bouche. Les citoyens qui l'entouraient observaient tous ses mouvements. Quelques-uns d'entre eux lui donnèrent même du papier blanc, faute de linge, qu'il employait au même usage. Il levait souvent les yeux au plafond, mais à quelques mouvements convulsifs près, on remarqua constamment en lui une grande impassibilité, même dans les instants du pansement de sa blessure qui dut lui occasionner des douleurs très aiguës. Son teint, habituellement bilieux, avait la lividité de la mort. Il m'a semblé, Jean-Clément Martin, qu'on trouvait là, dans un récit apparemment factuel, beaucoup des éléments qui ont fondé, disons, la légende, ou en tout cas l'image publique de ce qu'a pu être Robespierre, de ce qu'a pu être la période antérieure au 9 Thermidor et à sa chute. Ah oui, on a effectivement tous les clichés possibles qui courent encore sur la mort de Robespierre. Non pas que ça soit complètement faux, mais on est bien là, dans ce climat que moi je rapproche des pratiques du roman noir, et surtout on est dans cette et c'est quelque chose sur quoi je voudrais insister, dans cette dualité de la présentation du 9 Thermidor, parce que ce que Barère, qui a été un proche de Robespierre, qui a été un ami, et qui s'est retourné contre Robespierre quelques jours seulement avant le 8 et le 9 Thermidor, ce que Barère fait là... Sauvé par là, et c'est pour ça qu'en 1801, il peut écrire des mémoires. Ah, complètement. Mais en même temps, je pense qu'il serait, lui aurait toujours échappé à tout. Il était suffisamment habile pour la chose, et il a fait partie, effectivement, de ce petit groupe de gens qui ont abattu Robespierre et qui ont qualifié Robespierre de tyran et de despote au lendemain même de Thermidor. Et dans ce récit, il y a plusieurs signes, plusieurs éléments. Mais, alors, si vous me permettez, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que si Barère crée la légende noire de Robespierre telle qu'on vient de l'entendre, c'est Tallien qui, un mois après, donc le 11 Fructidor, le 28 août 1794, dit, lui, autre chose. Il dit, non seulement Robespierre a été abattu, mais c'est l'ensemble des députés du comité de salut public et de sûreté générale, dont Barère, qui ont été responsables de ce que Tallien appelle la terreur, et ça va être l'occasion pour Tallien de se débarrasser de Barère et de ceux qui ont abattu Robespierre. Donc, on a deux étapes. On commence par éliminer Robespierre et on le change de tout, c'est le rôle de Barère. Deuxième coup d'État qu'on oublie tout le temps. On crée la terreur et on jette aux oubliettes de l'histoire. On l'a défini après coup, vous voulez dire? On le définit après coup, et on jette dans les oubliettes de l'histoire les Barère, les Billaud-Varenne, les Collot d'Herbois, tous ces gens dont les Tallien, les Barras, les Fouché, alors qui eux ont effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, ont bien échappé de peu à la guillotine. Et qui pour certains d'entre eux ont commis des crimes épouvantables en province. Ah ben absolument. Bon, et en 1792, qui n'avaient pas non plus les mains très blanches, et qui font tout oublier en disant que il n'y a qu'un seul responsable des violences, c'est Robespierre, et que ces violences s'appellent la terreur, et que c'est Robespierre qui en est le responsable. Dans ce récit, on trouve chemin faisant des
comme des indicateurs, oui, des signes. Pierres. Pouvez-vous les nommer? Non, alors la petite pierre extraordinaire, c'est le sac de ce magasin au Grand Monarque, qui rappelle que dès le mois de mai-juin 1794, donc un mois avant la chute de Robespierre, on faisait circuler dans Paris la rumeur que Robespierre voulait être le roi de la Révolution, qu'il voulait épouser la fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Rien que ça. Rien on l'a que ça. cru. Eh bien oui, mais c'est toujours débattu. Et ça va traverser pendant 2 siècles toute une production romanesque. C'est compliqué, mais l'histoire est compliquée parce que on est là dans la création de complots et de rumeurs, et Robespierre lui aura prêté aussi la main en se défendant lui aussi de vouloir sauver de la guillotine Catherine Théot, qui se présentait comme la mère de Dieu. Donc on est bien dans tout un climat de complots, de rumeurs et d'accusations réciproques qui façonnent finalement l'opinion. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'opinion, même parisienne, je ne parle pas du reste de la France, mais l'opinion parisienne, normale en quelque sorte, ne comprend rien à ce qui se passe au sein de la Convention. Quand Robespierre chute, tout le monde est étonné. Quand Barère commence par accuser Robespierre, on voit un élément de réflexion. Et quand Tallien impose sa vision de la terreur, finalement, tout le monde va respirer en disant « Ah ben voilà, nous avons la solution de ce qui s'est passé, nous allons pouvoir changer de période. » Bien avant les fake news, cette époque fourmille d'esprits complotistes, de rumeurs de toutes sortes. On ne peut pas comprendre la Révolution sans voir comment elles ont prospéré. Oui, mais vous me pardonnerez de penser que c'est toute l'histoire du monde entier qui fonctionne sur ce genre de rumeurs et de complots. Mais c'est vrai que là, ça a très bien fonctionné. Une concentration, Sa Majesté Robespierre. C'était bien vu parce que on invente Robespierre roi de la Révolution, que on s'appuie sur des publications de journaux anglais qui disent la même chose. Et on sait qui lance ces rumeurs. Ah oui, c'est Vadier, ce sont des gens du comité de sûreté générale qui vont lancer des rumeurs et on voit bien que là il y a des articulations qu'on va trouver pendant très longtemps. Tallien et Fouché ont excellé là-dedans. Ils vont ensuite inventer la collusion entre Robespierre et Carrier pour dire que Robespierre et Carrier ont été les auteurs de la guerre de Vendée, de la destruction de la Vendée. Quand on sait que Carrier et Robespierre se détestaient, voulaient s'envoyer mutuellement à la guillotine. Carrier est effectivement un buveur de sang. Certainement, je n'emploierai pas le mot, mais en tous les cas, il a effectivement des responsabilités lourdes. Je le retire. Non, mais on peut le penser aussi. Disons qu'il a commis des crimes de guerre. Et il a les a couverts absolument. Bon, voire des crimes tout court, parce que les noyades en Loire, je ne sais pas si on peut appeler ça des crimes de guerre, mais en tous les cas... Guerre civile. C'est que Robespierre fait rappeler Carrier à Paris, et Carrier complote contre Robespierre. Donc les alliés ensemble, en décembre 1794, pour dire qu'ensemble, ils ont été responsables de la Vendée, c'est une très belle fake news qui est régulièrement reprise jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, il est tout à fait stimulant de considérer comment un monstre a été fabriqué avec Robespierre. C'est le sous-titre d'un beau livre que vous avez donné récemment, Robespierre, la fabrication d'un monstre. Oui, ça correspond aussi au climat de l'époque. On pense à l'époque aux limites de l'humanité, on réfléchit sur la monstruosité, et le mot vient naturellement à l'époque, et on voit bien aussi que cette fabrication d'un monstre, c'est quelque chose qui a commencé dès juin 1794, c'est-à-dire que le 9 Thermidor s'engraine sur un processus politique d'élimination. Ce monstre est même plus ou moins taxé d'impuissance. Il y a un aspect sexuel dans tout ça, en opposition évidemment avec Danton, qui est l'homme de toutes les conquêtes et de toutes les passions et de tous les bonheurs physiques.
on rentre dans la création d'une image de Robespierre puceau, de Robespierre qui ne boit que du vin coupé, et à l'opposé de ce Danton grand jouisseur qui va être retenu par tout le 19e siècle et le 20e siècle. Eh bien, vous me donnez une transition pour vous faire entendre un extrait de La mort de Danton, qui est la première grande pièce qui met en scène cette période, La mort de Danton de Georges Büchner, 1835, Büchner qui est mort peu de temps après, mais en laissant cette œuvre qui a beaucoup compté jusqu'au cinéma contemporain, qui a inspiré par exemple le film de Vache-Dame, semble-t-il, sur ce thème. C'est un extrait mis en scène par Jean Vilar au début du TNP, avec Vilar dans le rôle de Robespierre, avec Jean Davy dans le rôle de Danton. C'est un enregistrement du Festival d'Avignon, en ses débuts, le 15 juillet 1948. Écoutez donc. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Où cesse la légitime défense, là commence le meurtre. Je ne vois pas de raison qui nous contraigne à poursuivre la tuerie. La révolution sociale n'est pas encore achevée. Qui a accompli à moitié une révolution creuse de son propre tombeau. La saine énergie populaire doit prendre la place des dégénérés. Le vice doit être châtié, mais la vertu régner par la terreur. Je ne comprends pas le mot châtiment. Tu m'ennuies, Robespierre, avec ta vertu. Tu n'as pas volé, tu n'as pas fait de dette, tu n'as jamais couché avec une femme, tu as toujours porté une redingote décente et tu ne t'es jamais saoulé. Robespierre, tu es insupportablement honnête. J'aurais honte de m'agiter 30 ans entre terre et ciel avec la même tête de puritain uniquement pour jouir du misérable plaisir de trouver les autres plus mauvais que moi. N'y a-t-il donc rien en toi qui parfois te chuchote? Tu mens? Tu mens? Ma conscience est pure. La conscience est un miroir. Le singe s'y tire la langue en s'y regardant. Chacun se part comme il peut et prend son plaisir comme il l'entend. C'est bien la peine de chamailler pour ça. Chacun est en droit de se défendre quand un autre lui gâte sa joie. As-tu le droit de faire de la guillotine une cuve à lessive pour le linge sale des autres et de leur tête trancher des morceaux de savon pour leurs vêtements crasseux parce que tu portes, toi, une redingote soigneusement brossée? Frappe s'il crache dessus ou s'il la déchire. Mais s'il te laisse tranquille, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'ils n'aient pas honte de leur misère, ne te donnent pas pour autant le droit de les envoyer dans la fosse. La terreur et la vertu, on peut rappeler que c'était le titre dans les années 60 d'un numéro très remarqué de la série La caméra explore le temps de Alain Decaux, André Castelot et Stelio Lorenzi. Le côté binaire perdure. Oui, alors il me semble qu'il y a plusieurs commentaires à faire. D'une part sur effectivement vertu et terreur, vous avez raison. Ça fait allusion à un discours très célèbre de Robespierre. Mais Robespierre disait très clairement qu'il fallait que la terreur et la vertu soient ensemble. C'est-à-dire que ce qu'il visait là, c'était les hommes qui n'étaient pas vertueux, qui ne devaient pas agir par la force. Et sans tirer son discours autrement, c'est l'écho, pour moi très exact, d'une des pensées de Pascal, qui lie la force et la justice. On est dans cette voie-là. Bon, Pascal disant qu'il faut que la force et la justice soient ensemble, que le fort doit être juste et que le juste doit être fort. Et ce que Robespierre fait, c'est contre les sans-culottes, une lecture en quelque sorte pascalienne. Bon, alors ça, je crois que c'est déjà un point qu'on oublie régulièrement. Le deuxième point, c'est qu'il y a cette curieuse personnalité de Robespierre sur laquelle on insiste tout le temps, d'austérité, de puritanisme. Mais moi, je voudrais dire que des hommes comme lui, voulez-vous que je vous en cite? C'est Saint-Just, c'est Rome, mais c'est Condorcet. Bon, c'est aussi quelqu'un qui joue un rôle très important qu'on oublie, c'est Rabot-Saint-Étienne. Ce sont des gens qui se sont intégralement dévoués à la cause nationale et qui meurent de la Révolution. Robespierre n'est pas tout seul. On a affaire à tous ces gens qui ont dédié leur vie entière à la Révolution et qui n'ont pas de vie privée.
Robespierre n'est qu'un cas parmi d'autres. Il est loin d'être le seul. Mais ce qui est impressionnant, c'est que on va utiliser cet aspect-là en oubliant tout le reste pour qualifier la terreur et la rendre incompréhensible et, je dirais, permettre à tous ceux qui se sont engagés dans cette voie révolutionnaire de dire tout ce que nous avons fait, ce n'est pas de notre faute. Nous avons été séduits par un homme extraordinaire, exceptionnel, qui s'appelle Robespierre, et nous n'avons pas de responsabilité proche. Ça va toucher les gens qui étaient autour de Robespierre, qui diront qu'ils vont le répudier comme le peintre David, mais ça va toucher aussi tous les braves types qui s'étaient engagés dans les armées, eux qui ont commis aussi des crimes, mais ils vont dire c'est pas nous, mais je dirais aussi ça va arranger même les contre-révolutionnaires. Ça s'appelle un bouc émissaire. Ça s'appelle un bouc émissaire, qui vont dire tous ces gens-là, mais quand ils sont de la contre-révolution, mais nous ne pouvons rien faire contre Robespierre. C'était un homme tellement exceptionnel, tellement satanique, que nos propres incapacités, nous n'avons pas pu sauver la Vendée, nous n'avons pas pu conquérir par la voie électorale la Révolution, ce n'est pas de notre faute. Robespierre arrange tout le monde. Vous nous montrez même dans vos ouvrages, Jean-Clément Martin, que le catholicisme français a utilisé cela pour justifier un certain nombre de ses impuissances ou de ses crimes. Oui, dans la mesure où, à partir de la fin du 19e siècle, on va en renvoyer une image d'une révolution véritablement satanique pour faire oublier toute cette église constitutionnelle et un homme aussi exceptionnel qui lui aussi avait dédié toute sa vie à la Révolution, c'est l'abbé Grégoire. C'est pour ça que nous l'avons mis lors du bicentenaire au Panthéon, que le président Mitterrand l'a souhaité à la suggestion de la mission. Voilà, et là... Et à la grande fureur, je dois dire, du cardinal Lustiger, qui considérait qu'il ne fallait pas mettre là un prêtre jureur. Absolument. Et il me semble que c'est bien le bon exemple qui, je dirais, pour moi, malheureusement, continue à fonctionner sur le mode binaire quand on parle de la Révolution, en opposant d'une façon frontale continuellement les révolutionnaires autour de Robespierre à la contre-révolution, alors que les choses ont été tellement plus compliquées et que la terreur, cette invention-là, a en quelque sorte complètement occulté la compréhension de la complexité. Il y a aussi à mettre en valeur probablement une dialectique entre ces dirigeants, ces révolutionnaires, et le peuple qui les inquiète. Il y a un mot de Danton significatif. Soyons terribles pour empêcher le peuple de l'être. Là, on est toujours dans cette grande difficulté à contrôler la violence à partir de 1792, à partir du 10 août 1792, quand il va y avoir cette réclamation d'une justice populaire que porte effectivement une partie des sans-culottes parisiens, et quand il crée cette commune insurrectionnelle contre les députés de l'Assemblée législative. Et c'est dans cette tension-là qu'il y a eu cette négociation autour du mot terreur, et comme je le disais tout à l'heure, ce refus des conventionnels d'accepter la terreur comme système, et le comble aura été donc que Tallien va, après la mort de Robespierre, un mois, renverser complètement la vapeur, complètement occulter ce grand débat, pour dire qu'en définitive, c'était bien la terreur qui avait eu lieu, en faisant oublier toutes ces incertitudes et tout ce refus. Venons-en, si vous le voulez bien, au 19e siècle. Le propos de Tallien n'a pas été agréé par tout le monde, et en particulier pas par les romantiques. On trouve là une intéressante dialectique entre la terreur d'un côté et le sublime. Expliquez-nous ça, Jean-Clément Martin. Le sublime est ce grand moment de pensée qui naît au XVIIIe siècle et qui popularise un sentiment tout à fait nouveau, qui est le fait que la terreur peut être quelque chose qui identifie l'homme à sa nature profonde, puisque la terreur serait le sentiment de la grandeur qu'éprouve l'homme devant les forces qui l'accablent.
Et c'est Burke qui lance cette idée-là. Or, l'anglais Burke, qui était un des commentateurs les plus pertinents et féroces de la Révolution française. À côté de lui, Dickens est presque tendre. Et ce qui est important, c'est que cet Anglais va, quand il apprend les nouvelles de France, à partir de 1793, estimer que précisément la France n'a pas le mérite de la terreur qu'il avait en quelque sorte lancée 50 ans plus tôt. Et Burke va absolument répudier les violences françaises en disant qu'il ne s'y reconnaît pas. Et ce qui est encore pire dans un sens, c'est que derrière Burke, Kant, le philosophe allemand qui avait éprouvé de l'enthousiasme pour la Révolution française. Il avait commencé à arrêter sa promenade à Heidelberg. En apprenant les nouvelles du 14 juillet 1789, mais après les violences de 1792 et la mort du roi, il prend ses distances avec la Révolution et il va garder la volonté de voir la Révolution dans son côté enthousiasmant, mais en estimant malgré tout que la violence crée un seuil qu'on ne peut pas franchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à leurs yeux, un transfert de sacralité? Il y a une sacralité extraordinairement diffuse, extraordinairement profuse aussi. Au moment de la Révolution, tous les gens, et Marat en est pour moi un bon exemple, fonctionnent avec un système imaginaire qui n'a rigoureusement rien à voir avec la rationalité ou la sacralité telle qu'on peut l'entendre. On est dans quelque chose qui est vraiment de l'ordre, du magique, de l'invention. Et c'est qui explique aussi la fascination devant les têtes coupées, la fascination devant le sang, la fascination romantique, en définitive, qui marque après tout le 19e siècle. C'est bien au romantisme que je pensais. Nerval, Balzac, Dumas, Vigny. Dumas, je vais vous proposer un extrait d'une œuvre moins connue que d'autres de Dumas qui s'appelle La femme au collier de velours, qui est réalisée par Jean-Mathieu Zand dans Samedi Noir, une émission de Blandine Masson. C'est une émission du 16 mai 2015. Vous allez voir que il est question d'une dame, Arsène. Je signale que Arsène, c'est une femme en fait. Et ça se passe au théâtre et c'est l'histoire d'un Allemand qui vient d'arriver à Paris et qui va découvrir des choses qui le surprennent. Alors, Hoffmann put remarquer une chose curieuse. Qu'elle allât à droite, à gauche, en arrière ou en avant, jamais les yeux d'Arsène ne quittaient la ligne des yeux du docteur. Bien plus, Hoffmann voyait très distinctement les rayons que jetait la boucle du collier d'Arsène et ceux que jetait la tête de mort du docteur se rencontrer à mi-chemin dans une ligne droite, se repousser et jaillir en une même gerbe, faite de milliers d'étincelles blanches, rouges et or. Cette femme a un amant sans doute. Oui. Qu'elle aime. On le dit. Et il est riche. Très riche. Qui est-ce? Regardez à gauche, à l'avant-scène du rez-de-chaussée. Dans cette avant-scène, il n'y avait qu'un homme. Mais cet homme, accroupi comme un lion sur la balustrade de velours, semblait à lui seul la remplir. Comment s'appelle-t-il? Vous ne le connaissez pas? Mais non, je suis arrivé hier seulement. Eh bien, c'est Danton. C'est son amant. Il est d'une jalousie féroce. Hoffmann avait reporté les yeux sur Arsène, dont la danse silencieuse avait une apparence fantastique. Encore un renseignement, monsieur. Quelle forme a l'agrafe qui ferme son collier? C'est une guillotine. C'est Danton qui la lui a donnée. Une guillotine? Une guillotine au cou d'une danseuse? Il en était à cet état d'exaltation où l'on croit respirer du feu, où l'on craint que les sens ne fassent éclater le corps. Assez. L'hallucination était telle que l'esprit d'Hoffmann mêlait à cette scène le souvenir de la place de la Révolution. Tantôt, il croyait voir Madame du Barry, pâle et la tête tranchée, danser à la place d'Arsène. Et tantôt, Arsène dansait au pied de la guillotine dans les mains du bourreau. Vous aurez remarqué l'allusion au signe de la guillotine symbolique autour du cou. Cela remonte d'ailleurs déjà à la période du Directoire, avec les mains veilleuses, avec les muscadins. C'était très à la mode déjà de libérer son cou et d'indiquer l'endroit où
le couperet aurait pu tomber. Voilà, oui, de souligner le trait de la guillotine par un ruban dans ces fameux bals des victimes. Un mot quand même sur la guillotine, parce que moi je suis très frappé de voir à quel point la guillotine est devenue le symbole même de la terreur. Et pour dire les choses sans aucune provocation, je considère au contraire que la guillotine aura été en 1790, 1792, je pèse mes mots, un progrès inestimable dans la justice humaine. C'est pour ça que le docteur Guillotin, d'ailleurs, l'avait inventé. Mais oui, et qu'il valait mieux être guillotiné en France, je pèse mes mots, qu'il valait mieux être guillotiné en France que d'être exécuté en Angleterre, en Allemagne, ou pire, en Russie. Ou en France sous Louis XV, quand Damien est exécuté de façon épouvantable, ou le chevalier de la Barre, tout à fait, qui pour ne pas s'être découvert devant une procession, a eu le poignet coupé avant qu'on lui arrache la langue, ou le contraire, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Et donc là, on est bien dans une volonté de changer la peine de mort, parce que tout le monde l'avait accepté, et qu'il n'y avait qu'à l'époque que le duché de Florence qui avait aboli de la peine de mort. Et je pense qu'il faut vraiment le rappeler pour comprendre comment cet instrument qui fait toujours peur, et ça se comprend bien, est devenu par la suite avec à front renversé en quelque sorte. Mais on peut le dater à partir de juin-juillet 1794, lorsque les opposants à Robespierre vont envoyer des fournées à la guillotine, en disant que c'est Robespierre qui en est le responsable, et en créant cette nausée de la guillotine qui est toujours derrière nos têtes. Et nous n'arrivons pas à dissocier le côté positif du côté négatif. Moi, j'ai l'impression que, de ce point de vue-là, les Français vivent dans une espèce de schizophrénie nationale devant la Révolution française. C'est-à-dire que, d'un côté, on n'arrive pas à se dépêtrer, pardonnez-moi l'expression, de cette invention de la terreur mortifère et morbide, et de l'autre côté, on reconnaît l'importance de l'invention révolutionnaire. D'ailleurs, la terreur blanche qui survient après la chute de l'Empire, notamment dans le Midi, on assassine en particulier le maréchal Brune, cette terreur blanche a fait, mais sans la guillotine, autant de morts que la terreur à Paris en tout cas. Oui, alors le mot terreur blanche qui désigne aussi dans les mêmes années la répression qui s'abat sur les montagnards et les sans-culottes dans la vallée du Rhône, qui fait à peu près 2000 victimes. Mais le mot effectivement est inventé par la gauche de la Restauration pour faire écho à cette terreur rouge que Tallien avait inventée. On reste bien dans le mode binaire et on n'arrive pas finalement à établir les faits. Puisque nous parlons de la trace de la terreur, il faut dire un mot des historiens du 19e siècle. On voit chacun, en quelque sorte, plier les événements au service de sa propre vision des choses. Les libéraux, Thiers, ont tendance à arrêter le moment heureux avant. Ensuite, c'est une dérive. Et d'autres, au contraire, assument la terreur. Je pense par exemple à cet historien un peu oublié, mais intéressant, qui est Ernest Hamel, qui a publié une histoire de Robespierre en 1867. Je trouve qu'il faut qu'on donne la parole tout de même à un moment donné à un chaleureux défenseur. Il déclare ceci: « La terreur, à ce mot, nous sentons tressaillir tout ce que notre nature renferme de généreuse et de sensible. Nous ne nous demandons pas si ce terrible 93 n'a pas été précédé d'une terreur permanente et 10 fois séculaire. Et surtout, s'il n'a pas été suivi d'une autre terreur, d'autant plus odieuse qu'elle était plus hypocrite et que s'exerçant au nom de la modération, elle égorgeait cette fois les patriotes par milliers au lieu d'écraser les ennemis de la Révolution. Malgré nous, l'humanité se révolte dans notre sein quand nous nous prenons à songer à toutes les victimes immolées, même pour le salut de la France. Et pourtant, si l'on y réfléchissait bien, telle bataille, parfaitement inutile, et dont par dérision nous voilons d'un prestige de gloire les péripéties sanglantes, a coûté 10 fois plus de sang au genre humain que la Révolution tout entière. » La citation est un peu longue, mais elle donne la parole à un point de vue qui mérite d'être exhumé. Oui, vous avez tout à fait raison. Hamel fait partie, avec Laponneret, de ce tout petit cercle esquirol d'historiens du moment pendant le 19e siècle,
qui entreprend de défendre la mémoire de Robespierre. Moi, je le dirais un petit peu autrement. C'est-à-dire que finalement, Tallien a tellement gagné la partie en imposant la terreur et en imposant la responsabilité de Robespierre uniquement, que le contre-coup totalement imprévu qui se produit à la fin du XIXe siècle, c'est que le mouvement social, la gauche républicaine, ne devient incarné que par Robespierre. Et finalement, ça va se renverser. On va à la fois célébrer Danton officiellement, mais on va surtout s'intéresser à l'œuvre de Robespierre et, en quelque sorte, on va créer, et aujourd'hui nous l'avons toujours dans la tête, une véritable statue de Robespierre qui est le seul personnage de la gauche révolutionnaire. Il n'empêche qu'à Paris, il y a une très belle statue de Danton que la Troisième République a érigée au carrefour de l'Odéon et qu'il n'y a pas de rue Robespierre. Et pourtant, dans un discours fameux, Clémenceau avait dit que la Révolution est un bloc. Il faut rappeler que on est au début des années 1890 et que Victorien Sardou a fait jouer à la Comédie Française un drame qui s'appelle Thermidor et qui a été interdit par le gouvernement. Clémenceau soutient le dit gouvernement de la façon que vous allez voir. Messieurs, ce serait une erreur de croire, comme quelques-uns de nos collègues paraissent le penser, que le résultat de cette discussion, c'est de nous faire voter pour ou contre Danton ou Robespierre. Il s'agit, à mon avis, de toute autre chose. Et c'est pour expliquer quel est, suivant moi, le sens du vote qui va être rendu, et dire pourquoi je vais voter la confiance au gouvernement, que j'ai demandé la parole. Messieurs, il a été joué à la Comédie Française une pièce évidemment dirigée contre la Révolution française. Il est temps d'écarter toutes les tartufferies auxquelles on a eu recours pour dissimuler la réalité. Assurément, on n'a pas osé faire ouvertement l'apologie de la monarchie contre la République. On ne pouvait pas le faire à la Comédie Française. On a pris un détour. On s'est caché derrière Danton. Depuis 3 jours, tous nos monarchistes revendiquent à l'envi la succession de Danton. J'admire quant à moi combien de dantonistes inattendus ont surgi tout à coup de ce côté la droite de la Chambre. Toute cette comédie n'eût pas dû revivre ici. Il est temps d'en finir avec ces tartufferies indignes de cette assemblée. Je dis, et je répète, puisqu'on m'interrompt, que la pièce est tout entière dirigée contre la Révolution française. Voyez plutôt qu'il applaudit et dites-moi qui pourrait s'y tromper. Mais voici venir M. Joseph Reynac, qui monte à cette tribune entreprendre le grand œuvre d'éplucher à sa façon la Révolution française. Il épluche en conscience et sa besogne faite nous dit sérieusement « J'accepte ceci et je rejette cela ». Mais vous-même, vous n'acceptez pas Thermidor. Ne m'interrompez pas, M. Reynac, je ne vous ai pas interrompu. J'admire tant d'ingénuité. Messieurs, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou que cela nous choque, la Révolution française est un bloc. Et maintenant, si vous voulez savoir pourquoi, à la suite de cet événement sans importance, d'un mauvais drame à la Comédie Française, il y a eu tant d'émotions dans Paris, et pourquoi il y a à l'heure présente tant d'émotions dans la Chambre, je vais vous le dire. C'est que cette admirable révolution, par qui nous sommes, n'est pas finie. C'est qu'elle dure encore. C'est que nous en sommes encore les acteurs. C'est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Oui, ce que nos aïeux ont voulu, nous le voulons encore. Il faut préciser, Jean-Clément Martin, que ultérieurement, dans plusieurs articles, Clémenceau a noté qu'il ne mettait pas, si je puis dire, dans le même sac tous les actes et qu'il n'approuvait pas la terreur dans ses débordements, mais que c'était le regard de l'adversaire, les monarchistes, qui condamnaient l'entièreté de la Révolution qu'il avait amené à l'assumer tout entière. Et puis, il dit que la Révolution n'est pas finie, et cela, ça nous conduit à des débats
qui ont été ceux du bicentenaire, notamment. Oui, alors cette histoire, cette phrase célèbre, la révolution est un bloc, c'est parfaitement adapté à cette émission parce que elle est citée tellement, alors qu'elle est liée, vous venez de le rappeler, elle est liée à une conjoncture extrêmement précise et qu'il faudrait jamais perdre de vue cette liaison continuelle entre idéologie et histoire et le fait que, mon Dieu, dans le passé, tout le monde puise à pleine main pour défendre ses idées. Quand je dis ça, ce n'est pas, il n'y a aucune condamnation de ma part. Hein. L'histoire est difficile à faire et il faut être prudent dans les jugements qu'on porte sur les prédécesseurs. Et c'est vous qui le dites. Oui, mais non, mais je suis pour moi c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire, les documents et les textes sont difficiles à interpréter et il faut avoir beaucoup de modestie pour juger ses prédécesseurs. Je relève que cette formule est dangereuse. Je ne condamne pas les gens qui l'ont utilisée. Alors le XXe siècle apporte un événement essentiel, c'est-à-dire la Révolution russe. Quand on réfléchit à la trace de la terreur sous la Révolution, on ne peut pas se départir d'une réflexion sur l'éventuelle ressemblance ou sur la différence. Certains ont affirmé qu'il y avait une continuité et d'autres au contraire ont dit, j'aurais tendance à les rejoindre, que la grande différence c'est que contrairement à Danton, se méfiant de la violence populaire, Lénine avait théorisé l'utilisation des masses pour porter la révolution. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que vous avez raison. J'ai pas fait beaucoup de citations, mais le livre de Tamara Kondratieva le prouvait abondamment qu'il faut se garder des analogies faciles et que précisément Robespierre n'était pas le héros de Lénine, bien au contraire, ou de la révolution bolchevique. Nous aimons bien les analogies ici, mais nous gardons des analogies faciles, vous l'avez sûrement noté. Voilà, oui. Non, je pense qu'il faut vraiment se méfier de ça. Mais moi, j'aimerais bien, si vous me permettez, dire d'un mot, très, très brièvement, que plus que la révolution russe, c'est certainement la guerre de 1914-1918 qui avait rompu le souvenir de cette terreur révolutionnaire et qui avait introduit un nouveau rapport à la violence. D'un mot, c'est Georges Bataille, qu'on ne cite pas souvent, mais Georges Bataille a écrit, et ça, en le lisant, il me semble qu'on voit tout de suite l'importance. Il y eut la guerre, donc 1914-1918, et au moment de Verdun, l'horreur donna une sourde impression d'immensité. Quelque chose n'était plus à la mesure de l'homme. C'est-à-dire précisément ce que la terreur de 1794 avait eu d'immense et de sublime se retrouvait en 1914 et en 1918 autrement et changeait le cours des choses. Et Bataille continuait en disant: difficile de dire à quel point le souvenir de 93, donc de 1793, s'est atténué en 40 ans. Bataille écrit ça dans les années 50, 40 ans après 1918. Donc on a bien la guerre et la révolution russe, ce basculement devant la terreur de 94 qui fait qu'on s'en est éloigné. Il n'empêche qu'au moment du bicentenaire, nous n'aurons pas le loisir de traiter en détail les controverses de ce moment-là. La terreur a été, on a pu l'observer, au centre des controverses entre, disons, trois écoles d'historiens qu'on a souvent identifiées du côté de Wawel pour tradition marxiste, du côté de Tullard et de Chonu, du côté d'un esprit de contre-révolution, et puis Furet qui a apporté un regard nouveau, mais qui n'a pas cessé depuis lors d'être discuté et débattu. Oui, et en même temps, moi, la thèse que je défendrai volontiers, c'est que les trois écoles, en définitive, qui se différencient, mais au moins ont un point commun, c'est qu'elles focalisent leur attention sur la terreur sans remettre en cause aucune d'entre elles l'invention par Thalien, et en identifiant la terreur gardée comme telle au totalitarisme. Donc on est là dans cette espèce de lecture obligée, mais en même temps, je le disais tout à l'heure, il faut être modeste. On ne pouvait pas se déprendre dans les années 1980-1989 de l'actualité qui était
la crise du bloc de l'Est, la chute du mur, et donc la question du lien entre révolution et communisme et totalitarisme était inévitable. Ce qu'on peut dire aujourd'hui en disant qu'il faut prendre des distances, c'est 25 ans après. Et je pense qu'il faut être vraiment modeste pour le dire. Un moment majeur, c'est quand Solzhenitsyn vient à apostrophe de Bernard Pivot. Alors, ça, c'est certain. Et incarne effectivement cela. Il va en Vendée aussi pour saluer le combat. Je posais la question en commençant, j'y reviens, je ne nous lâcherai pas. Jean-Clément Martin, pourquoi arrêtez-vous votre beau livre, Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État? Pourquoi l'arrêtez-vous en 2001? C'est une coupure? C'est un petit peu une provocation. Il fallait trouver une date. La thèse que je défends, c'est qu'en définitive, la terreur de 1794 avait été inventée pour dire voilà les limites qu'il ne faut pas franchir aux révolutions. Voilà le danger de la révolution populaire, jacobine, montagnarde. Donc la terreur est un feu rouge que l'on met devant les révolutionnaires. 200 ans après, il me semble précisément que cette limite autour de la peur et de la fascination de la violence a changé de sens. Et que le mot terreur maintenant ne renvoie plus vraiment à la grande terreur, si j'ose dire, de 1794. Mais à quoi? Mais aux terreurs qui, depuis le XXe siècle, nous obsèdent. La guerre de 1914-1918. L'écologie après. Le totalitarisme, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, la terreur des attentats islamistes. Et c'est-à-dire que 2001, de ce point de vue-là, pour moi, est certainement un signal pour dire, voilà, nous avons certainement changé de mots, nous avons certainement changé de monde. Le mot terreur est resté, le mot terroriste, on l'utilise toujours, mais le sens de la terreur et le sens du mot terroriste, ces sens-là ont changé et nous ne pouvons plus faire de lien immédiat entre les terreurs que nous éprouvons et la terreur que nous rappelons de 1794. C'est pourquoi vous faites de la chute des tours jumelles un tournant décisif? Tout simplement parce que ce qui s'est mis en place en 2001 a été en quelque sorte l'apogée de cette gigantesque crainte devant tous les terrorismes qui depuis les années 1970-1980 s'étaient développés, et que là d'un seul coup on est dans cette mondialisation de la terreur, et c'est bien ça qui pour moi est le changement du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Eh bien, voilà un très beau dernier mot, Jean-Clément Martin, merci. Je cite 3 de vos livres, on peut en citer d'autres. Vous êtes prolifique sur ces questions essentielles. J'ai fondé, je le citais encore il y a un instant, cette conversation d'abord sur votre livre « Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État », 1794-2001, vous venez de le justifier. Il est paru aux éditions Belin cette année même. Vous avez publié également très récemment chez Perrin un ouvrage qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un monstre. Là encore, c'est un ouvrage dont le contenu a parcouru notre dialogue. Et puis, chez Perrin également, en 2017, La terreur, vérités et légendes. C'est dans un format contraint. Oui, ce qui est un livre qui a fait le pendant avec le livre qu'on vient de citer maintenant, et qui, en une trentaine de questions, vrai, faux, démêle la légende de la vérité. Vous tenez aussi à ce que nous rendions hommage au livre de Bronislaw Baszko, qui remonte à 1989, ce n'est pas par hasard, Comment sortir de la terreur, Thermidor et la Révolution. Oui, Bronislaw Baszko était un grand historien qui est décédé récemment, et c'est vraiment à partir en quelque sorte de son œuvre que l'on peut penser la terreur et la Révolution autrement. Et je vous remercie d'avoir pensé à le citer ici. Les ouvrages des jeunes historiennes et historiens que j'ai cités en commençant se retrouvent sur notre site avec d'autres références également, et celles des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, je vous y engage. Samedi prochain, nous émettrons en direct et en public des rendez-vous de l'histoire de Blois qui, cette année, ont pour thème la puissance des images. J'inviterai Christian Delage sur le thème « L'image comme preuve », l'image comme mensonge. Et puis, je signale que lundi prochain, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin.
notre ami, notre complice, notre confrère, Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au thème de la guerre, notre héritage. Vaste programme, comme aurait dit De Gaulle en une autre occurrence.